On va débuter la session de l'après-midi. Donc, on va débuter par la régulation du traumatisé sévère par le professeur Yordanov des HCL de Lyon. Oui, c'est un peu compliqué, il faut appuyer sur le bouton, je galère à chaque fois. Ouais, c'est dur la vie. Bonjour tout le monde. Ça télécharge même. Oh là 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 là. Donc je m'appelle Yuri, je suis médecin, comme il a été dit, aux Hospices civils de Lyon. Je suis médecin aux urgences à la Croix-Rousse, à Édouard Herriot et au SAMU 69. Et j'ai eu comme mission de vous parler de la régulation du traumatisé sévère, qui est un sujet absolument passionnant et qui apparemment boucle parfaitement avec la fin de la session de ce matin. Donc chouette. Mais au fait, non. Je vais parler de ça, mais pas complètement. Première question, qui est infirmier dans la salle? Ok. Qui est docteur, donc? Super. Qui est-ce qui fait de la régule, y compris parmi les infirmiers? Très bien. Donc il y a quand même du monde. Qui est-ce qui prend des décisions tous les jours, plein de fois? Merci, ouais, levez la main, quoi. J'espère bien que vous décidez des trucs, non? Ah, j'ai faim, je vais manger, c'est déjà une décision, non? Par contre, des décisions qui ont un impact, comme celles qu'on va prendre en régulation ou qu'on va prendre au quotidien aux urgences, ben, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et je vais commencer par vous parler de ce qu'on fait tous ici dans la salle. Ah, gros suspense. Ah, je me suis planté de bouton, c'est ça? Ouais. J'ai décidé d'appuyer sur le mauvais bouton, c'est horrible, non? Je vais vous parler de notre travail et de notre métier. Tous les jours, que ce soit en régule, que ce soit aux urgences, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier, on fait un métier à risque. On fait un métier où on prend des décisions, et des décisions qui ont des impacts concrets, critiques sur le devenir des gens, sur la vie des gens, sur le parcours de soins du patient, qu'on soit en régulation ou encore une fois qu'on soit aux urgences. Quand on parle de régulation, un des pendants de ça, et là je parle plus aux infirmiers à l'intérieur de l'hôpital, c'est le poste d'accueil. C'est exactement ce que vous faites quand vous êtes à l'accueil. Prenez une quantité phénoménale de décisions avec des données assez limitées finalement, et ça a un impact sur tout le parcours de soins du patient à l'intérieur du service et à l'intérieur de l'hôpital derrière. Donc ce qu'on fait au quotidien, c'est une activité à risque. Et ça, c'est un chiffre qui ne sort pas de ma tête, c'est un vrai chiffre, parce que c'est les amis australiens qui ont bossé dessus. Ils ont analysé combien est-ce qu'un médecin aux urgences prend comme décision au cours d'une garde. Déjà, que signifie une garde? C'est combien de temps, selon vous, une garde en australien? Non, ils sont civilisés, hein, je vous rappelle. 8 heures, exactement. Donc nos amis australiens travaillent en 3-8, hein, comme à l'usine, parce qu'au bout de 8 heures, on sait que notre capacité à prendre des décisions décline, on les prend moins vite et elles sont moins bonnes. Et ben, ils ont compté comme ça, là, qu'un médecin aux urgences, c'est 10 000 décisions. Sur ces 10 000 décisions, il y a des décisions qui sont objectives. Je suis infirmier à l'accueil, comment je vais trier ce malade? Est-ce que je vais le mettre en sauve ou pas? Il y a des décisions qui sont complètement sous-corticales. J'ai vraiment, vraiment hyper envie d'aller faire pipi. J'y vais maintenant ou j'y vais plus tard. Mais dans ce lot-là, il va y avoir des décisions qui vont avoir un impact sur les gens. Et il y a des décisions où je vais me planter. Et si je me plante dans 0,1% des cas, c'est rien 0,1% des cas. C'est que dalle. Mais c'est quand même 10 situations sur la garde où ça va possiblement avoir un impact sur le malade si ma décision était une décision en lien avec le malade. Et c'est ça que vous faites tous les jours, c'est ça qu'on fait tous les jours. On prend des décisions. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est la vraie différence entre notre spécialité et l'immense majorité des autres spécialités au sein de l'hôpital. Quand je dis notre spécialité, c'est nous spécialistes de la médecine d'urgence et du soin critique. Et là, je regarde mes collègues et mes amis anesthésistes et anesthésistes réanimateurs dans la salle, c'est pareil. Le volume de patients n'est peut-être pas le même, mais le volume de décisions est très probablement le même. Et ces décisions-là ont un impact, et elles ont un impact sur le devenir des gens. Et là, on va jouer à un jeu.
Gaffe aux internes que je connais dans la salle, parce que si personne d'autre ne répond, c'est vers vous que je vais me tourner. Pour parler du processus de décision et de l'incertitude. Donc déjà, partez du principe qu'il y a un piège. Il y a un monsieur de 59 ans qui se présente. Vous êtes en régule, vous recevez un appel, il y a un VSAV sur site. On a un homme de 59 ans qui a une douleur thoracique, ils ont fait l'ECG, c'est cool, et j'ai ça comme ECG devant moi. Et là, vous me dites, c'est... J'entends un SCA-ST+, en antérieur derrière moi. Bien évidemment, Yordanov, t'es complètement con. Bien sûr que c'est un SCA-ST+. Est-ce que vraiment c'est un SCA-ST+? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Eh bien, c'est un anévrisme du VG. Parce qu'un anévrisme du VG, ça a exactement cette tête-là. Exactement la même. Sauf que, j'ai envoyé une équipe, on l'a agrégé, on l'a double anti-agrégé, pardon, on l'a décoagulé, on l'a mis sur une table de coraux. Ça s'est pas hyper bien passé. Donc il y a deux options. Ou je suis un gros naze, c'est une vraie possibilité, ou j'ai volontairement pris cette décision en sachant qu'il y avait une part d'incertitude dans cette décision parce que, un, je n'ai pas toute l'information, deux, hormis l'anapathe ou le médecin légiste qui dissèque un patient, on a rarement des certitudes en médecine. Et c'est ça mon vrai message, hein, c'est qu'on fait rarement des vrais diagnostics définitifs. Là, j'avais une hypothèse, elle ne s'est pas confirmée. Ok, shit happens. Mais là, c'est le cas. Autre situation. Il y a Ginette qui vous tire la langue. Elle est tombée de sa hauteur. Il y a un VSAV qui est parti parce qu'au fait, c'est les voisins qui étaient un peu inquiets parce que Ginette ne répondait pas. Ginette a 87 ans. Ils ont ouvert la porte et ils la trouvent par terre, baignant gentiment dans son sang. Elle se plaint, enfin, elle grogne en disant qu'elle a mal dans la poitrine, qu'elle a mal au niveau de la hanche. Ce qu'ils nous disent avec une orthographe approximative, c'est qu'elle prend de l'aspirine et des anticoagulants. Et j'ai ça comme paramètres vitaux. Donc 155 de tension artérielle, pas 12 de fréquence cardiaque, pardon, 125 de fréquence cardiaque. 12, c'est pas tassé. Hein. Même moi, je le sais. 26 de fréquence respiratoire, une SAT à 91 sous oxygène et un Glasgow à 13. Qu'est-ce que vous faites en régule? Je suis en train de prendre ce bilan. En même temps, je suis en train de réguler autre chose en parallèle parce qu'on vient de m'annoncer que sur la M7, il y a eu un carton avec une VL contre un motard. Qu'est-ce que je fais? Parlez-moi plus fort parce que je n'entends pas. On fait rouler aux urgences. Ok, mais comme vous avez bien écouté ce qui a été dit ce matin, si je grade ça, c'est quoi comme grade? Pourquoi donc? Il n'y a pas de cinétique. Et alors? Le futur du traumatisé, c'est pas la route. Le futur du traumatisé, c'est pas le jeune qui se plante en moto. Le futur du traumatisé, c'est le vrai trauma. C'est celui qui tombe de sa hauteur. Et si on applique notre bordel là-dessus, c'est un grade A, Ginette. Et Ginette, bouge pas, regarde, je les regarde les deux là. Ginette, au fait, elle avait un volet costal. Ginette, elle avait une perte trochanterienne, bon ça on s'en fout. Et Ginette, elle avait un sous-dural. Et Ginette, l'après-midi de la veille, elle faisait ses courses et le jour d'avant, elle jouait au tennis avec son petit-fils. Il y a probablement un intérêt à ce que Ginette soit correctement triée. Mais à partir de ces informations-là, oui, moi aussi, j'aurais pris la décision de faire TNM, urgence secteur. Mais ce n'est probablement pas la bonne décision. Tout ça pour dire qu'avec le peu d'informations qu'on va avoir en régulation, on peut se retrouver dans des situations où on a ça. Le fameux petit appel du copain le lendemain, où quand on arrive, au fait, tu sais, Ginette, hier, là, t'as dit que tu lui donnais juste des antalgiques et qu'elle rentrait chez elle. Elle est en USC, parce que ça va pas des masses. Et ça, on l'a tous vécu. Ou, ça veut dire qu'on est tous des dangers publics. Il y avait un petit côté abdès sur cette photo, et j'ai essayé de trouver une photo de toi. Non, c'était plutôt la coupe de cheveux. Ou on est tous des dangers publics. Je pense que c'est effectivement le cas pour certains d'entre eux. Non, c'est pas vrai. Je pense que vraiment, c'est pas le cas. Ou alors, c'est notre contexte de travail.
pas que le contexte soit maltraitant, je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent beaucoup en disant c'est à cause du système, etc. etc. C'est juste notre contexte de travail, c'est un fait. Ce n'est pas une plainte, c'est une constatation. Et on revient sur nos amis australiens qui ont fait un truc, toujours. Donc ils ont compté combien de fois on prenait des décisions et ils ont fait ça. Ils ont suivi des médecins urgentistes et des équipes de médecine d'urgence. Ce n'est pas que des médecins, ils ont suivi des infirmiers également, sur la durée d'une garde, pour savoir combien de fois ils étaient interrompus et combien de fois est-ce qu'ils faisaient des choses en parallèle. Encore une fois, on est en Australie, donc 8 heures, et ils ont fait du shadowing. Le truc, il n'est pas du tout angoissant. Pendant toute votre garde, il y a quelqu'un qui est derrière vous, tout le temps, et qui note tout ce que vous faites. Ils font des petits traits. Là, il a marché, là, il a fait ça, là, son téléphone a sonné, là, son téléphone a encore sonné, là, son téléphone a encore sonné. Et là, les interruptions, c'était plusieurs dizaines de fois par heure. Et il y avait un lien direct entre le volume d'interruption de tâches et les erreurs. Les erreurs telles que mauvais médicaments, mauvaise décision, mauvaise voie d'administration, mauvaise dilution, etc., etc., etc. Donc il y a un lien direct entre notre environnement, qui est ce qu'il est, et notre manière de décider. Donc il faut qu'on mette en place des process, des procédures pour limiter l'impact de cet environnement sur ce qu'on fait et sur la manière dont on décide. Parce que cet environnement-là, il est assez particulier. Ah, mais non, cette fois, je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous avez déjà vu cette courbe? Ça, c'est finalement une représentation assez schématique de la maladie. Au début, les symptômes sont plutôt frustres. Puis progressivement, ça devient de plus en plus visible, de plus en plus parlant. Notre probabilité d'erreur, elle évolue exactement à l'inverse. Parce que par définition, plus c'est clair, plus c'est criant, plus c'est parlant, plus c'est facile, enfin pardon, pas facile, moins la probabilité qu'on se plante est importante. Les urgences, c'est à peu près là. C'est au début. Nos copains de la médecine interne, c'est à peu près là, avec tous les anticorps du monde, tous, dont des qu'on n'a jamais entendu parler, et des mots qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, quand ils nous regardent, ils nous disent « Mais t'as pas fait les anticorps anti-NMDA ?» Je ne sais pas de quoi tu t'exprimes. Eux, ils sont là. C'est dans longtemps. Et nous, quand on est en régule, on est à peu près là. Tout au début, tout au début, tout au début. Donc ça veut dire que dans nos procédures, dans nos process, dans notre organisation au sein de la régulation, on doit, comme au sein des urgences, avoir des procédures, avoir une standardisation, avoir des garde-fous, parce que le contexte fait qu'il va y avoir des moments où on risque de se planter. Il faut chercher à le minimiser vraiment, vraiment, vraiment au max, cette probabilité de se planter. Ce que ça signifie, et ce que j'essaye de dire sur l'ensemble de ce topo, c'est qu'il faut que tous, nous, collectivement, on accepte qu'il y ait une énorme part d'incertitude dans notre travail, qu'on l'intériorise et qu'on sache la gérer. L'incertitude, c'est des situations où on ne peut pas prédire avec certitude le devenir. Ça ne veut pas dire que c'est aléatoire. Elle est là la vraie différence. C'est quand je parle de mon histoire de lancer de dés, bon, quand je parle du fait que Marseille ait perdu hier, ou non, c'était quoi? C'était l'AS Saint-Etienne? Ouais, là c'est l'AS Saint-Etienne, mais ça aurait pu marcher avec Marseille hier matin. Ou l'histoire de la pluie en Bretagne. C'est pas aléatoire, mais c'est incertain. C'est deux choses différentes. Et ça veut dire que ma décision peut être éclairée par un a priori, par un outil qui est un outil de gradation, qui est un biomarqueur, qui est un score, qui est ce qu'on veut. Comme ça, à la fin, j'aurai une probabilité a posteriori. Et ça, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. Parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes tous des monsieur Jourdain ici. Vous êtes tous statisticiens. Pour être précis, vous n'êtes pas diagnosticien, vous êtes probabilisticien.
C'est un mot qui n'existe pas en vrai. Mais c'est un peu ce qu'on fait. On fait de la probabilité, on fait des statistiques en permanence. Tiens, cette douleur thoracique, sans aucune information, probabilité que ce soit un syndrome coronarien aigu est plutôt nulle parce que l'info que j'ai recueillie est qu'il a 25 ans, qu'il n'y a pas d'antécédent et qu'il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire. Probabilité pré-test très faible. Je rajoute un électrocardiogramme qui ressemble beaucoup à un ST+. Finalement, la douleur est assez typique. Finalement, il y a une histoire familiale. Tout ça, ça rentre dans mon bordel. J'ai une probabilité post-test qui est beaucoup plus élevée. Donc, j'ai évolué, mais j'ai fait de la stat et je l'ai faite en live. La stat, ce n'est pas uniquement savoir écrire du code dans R ou utiliser un logiciel de stat, même s'il y a un vrai côté fun, je vous assure. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas, vous le faites déjà tous les jours et vous prenez ces décisions de manière quotidienne. Et c'est aussi une affaire de présentation de l'information. Quand on me dit que la sensibilité d'un test est à 95%, si je présente la même proportion un peu différemment, 95%, ça veut dire 18 cas sur 19, c'est cool, hein, mais ça veut dire que je risque de me tromper dans 1 cas sur 19, c'est peut-être moins cool, mais tout ça, c'est la même information. Et donc, c'est comment est-ce que moi, à titre individuel, j'accepte de gérer ce risque dans mes prises de décision. Pour gérer le risque, j'ai besoin de le sécuriser. Et pour le sécuriser, je vais utiliser des outils. Et parmi les outils que j'ai à ma disposition, j'en ai plein. On connaît tous et on a tous à l'esprit pour l'embolie pulmonaire le PERC. Ou, j'allais dire, le score de Genève, par pitié que personne n'utilise le score de Genève, ça n'existe plus ce truc. Donc, le Wells, c'est encore pire. Enfin, on a d'autres stratégies un tout petit peu plus modernes que celle-ci, qui nous facilitent la vie, mais il faut connaître les limites de ces outils-là. Là, le MGAP, tout le monde le connaît? Qui est-ce qui l'utilise? Qui est-ce qui ne l'utilise pas? Ça ne dit rien à personne. On se fiche un tout petit peu du score en question. On peut utiliser ce qu'on veut. C'est un score d'évaluation du traumatisé en préhospitalier, pour la petite histoire. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le TRIS, il y a le BAT. On a plein de scores dans la vie. On adore utiliser des scores. Et ce MGAP, il est assez chouette d'ailleurs. Il a été développé ici par le traîneau et le papier original, me semble-t-il, est signé par une équipe lyonno-grenobloise. On mesure le Glasgow, la tension artérielle, le fait que ce soit un trauma fermé pénétrant et le fait que le patient ait plus ou moins 60 ans. Et à la fin, on a un score, et en fonction du score, on a une probabilité de décès qui est inférieure à 2%, entre 2 et 10%, et supérieure à 10%. Et ça nous aide à décider, effectivement. Mais il faut qu'on ait les limites du score à l'esprit. Et là, comme vous le voyez, c'est un score qui a une sensibilité à 95%. Si je me mets comme limite 23, ce qui est mon 2% de mortalité. Okay, ça veut dire quoi une sensibilité à 95%? Est-ce que ça veut dire que, comme je vous le montrais tout à l'heure, je me plante dans 1 cas sur 19? Donc, est-ce que ça veut dire que quand je fais ce score, un patient sur 19 que je vais évaluer va finalement décéder? Non. Il faut être capable d'analyser et d'interpréter nos scores. Là, c'est un score que je vais utiliser sur le traumatisé sévère. Et je sais que sur le traumatisé sévère que je vais me retrouver à évaluer en régulation, la prévalence de décès, ou en tout cas d'intervention thérapeutique salvatrice, parce qu'il y a un risque vital immédiat pour le patient, elle est de l'ordre de 8%. Donc finalement, mon score et mon 95%, je vais l'appliquer sur cette prévalence-là. Vous voyez, tout ça, on le fait et on l'intériorise. Là, je le verbalise, mais je vous assure que vous le faites au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que 1 sur 19 malades va décéder. Pas du tout. Ça veut dire que si on regarde 1000 malades, il y en a 4 qui risquent d'avoir un événement. Mais j'ai sécurisé ma prise en charge en utilisant cet outil-là. Revenons sur l'exemple qu'on utilise plus souvent à l'intérieur des urgences. Là, je vous citais le PERC, par exemple. Prenons n'importe quel score de phlébite ou d'embolie pulmonaire et faisons exactement le même exercice. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pris une limite à 1000
et que mes dédimères sont inférieurs à 1000, qu'est-ce que je dis au malade? Malade que j'évalue pour une embolie pulmonaire, les dédimères sont inférieurs à 1000, qu'est-ce que je dis au patient? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Faites gaffe les filles, il y en a une que je vais pointer du doigt. Qu'est-ce que je dis? J'ai entendu qu'il n'a pas d'embolie pulmonaire. C'est ça, hein? Ben, c'est faux. Même pas exactement. C'est le risque lié au fait que je continue les examens complémentaires est probablement supérieur à la probabilité d'avoir effectivement une embolie pulmonaire. C'est pas il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Jamais. Et ben là, c'est pareil. C'est pas tu ne vas pas mourir parce que tu as un M-gap supérieur à 23. C'est la probabilité qu'effectivement il y ait un décès et finalement de 4 pour 1000 et c'est un risque que j'accepte moi en régulation. Et c'est ça le truc. C'est que ce qu'on fait est risqué. Il faut juste le cadrer, il faut le sécuriser et il faut se dire qu'il y a une probabilité que ça n'aille pas dans le sens où on veut. Donc il faut qu'on soit en situation de réagir. Là, on parlait des transferts et des transferts secondaires entre un niveau 3 et un niveau 1. Il y a plusieurs possibilités où on s'est planté, où le malade s'est dégradé, où c'est mon fameux 4 pour 1000. Et ça arrive, donc il faut que derrière, je mette les process pour limiter ça. Et c'est ça tout l'enjeu, avoir des outils à ma disposition et derrière avoir des stratégies pour limiter ce qu'il est difficile d'appeler et de qualifier d'erreur. Hein. Si j'ai suivi le process et que je suis conscient des limites du processus. Ce n'est pas des erreurs, c'est la limite c'est la limite du jeu, c'est la limite des stats et des outils que j'ai à ma disposition. Donc encore une fois, ce qu'on fait en permanence, c'est des stats, c'est des probabilités, c'est ce que vous êtes, des probabilisticiens. Et en ayant ça à l'esprit, il faut qu'on mette derrière, en place, des mécanismes pour limiter les trous dans la raquette de nos probabilités et de nos statistiques. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des revues de dossiers, qu'on analyse nos pratiques, qu'on se pose et qu'on se repose des questions en permanence et qu'on revoie les process et qu'on apprenne de nos process. Si mon histoire de traumatisé qui est transférée dans un second temps, je ne vais pas regarder le dossier dans un deuxième temps, je ne vais pas apprendre de ça. Et ça, j'en ai absolument besoin pour améliorer et pour qu'on améliore nos pratiques au sein de l'hôpital. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur à moustache? C'est William Osler, qui a fait des trucs absolument passionnants en médecine, pour nos amis cardiologues, internistes, infectiologues déjà, mais aussi qui a dit cette phrase qui est extrêmement vraie, ce qu'on fait tous les jours en médecine, en sciences médicales, la médecine n'est pas l'apanage des docteurs, s'il vous plaît, c'est on fait des stats finalement et on baigne dans l'incertitude et dans la probabilité au quotidien. Et moi, c'est ça mon unique message aujourd'hui, c'est que je veux que vous l'ayez à l'esprit en régulation, mais également à l'intérieur des urgences, en évaluant un traumatisé sévère ou en évaluant le tout venant qui se présente aux urgences. Ce qu'on fait, nos pratiques, nos procédures ont leurs limites. Donc ça veut dire que derrière, il faut qu'on mette en place des tamis suffisamment fins pour rattraper les trous dans la raquette. Mais tout ce qu'on fait en permanence, c'est des stats et c'est des probabilités. En bref, ce que ça pousse à faire, c'est à analyser nos processus en permanence et pas uniquement le résultat. Ce n'est pas parce qu'il est décédé que je me suis complètement planté avant. C'est un outcome qui peut être malheureux, mais en même temps, on s'occupe de malades graves, hein, c'est un peu notre taf. Il faut faire du débriefing, du feedback, de la formation. Et la formation, c'est là, vous êtes là pour ça aujourd'hui. En bref, soyez humble, vous allez vous planter. La seule question, c'est quand. Et c'est pas vous allez vous planter, c'est les limites de nos outils, c'est les limites de l'exercice. Et il faut qu'on en soit conscient et qu'on essaie de le limiter au maximum. Merci. Merci beaucoup pour ce topo qui était régulation et traumatisé sévère. Et je pense que c'est une grande leçon de philosophie qui nous concerne au quotidien sur cette gestion du risque. Est-ce que des questions dans la salle?
Oui, merci, c'était très brillant et très intéressant. Et moi, je suis chirurgien, donc je pense que tu as dit, ça, c'est aussi au bloc opératoire. Et donc, j'ai bien aimé aussi la publi australienne sur les effets, parce que si on veut avancer sur la question, une des solutions, enfin, des pistes, c'est clairement de voir les distracteurs qui font. Enfin, ok, on va se planter, mais sur quoi on peut agir facilement, voilà. Et donc, je pense que typiquement, au bloc, on a la même chose. Hein. On est passé d'un silence religieux à quelque chose de beaucoup plus sonore. Et c'est vrai que c'est des distracteurs, c'est vrai que ça complique. Et si tout le monde en est conscient, c'est aussi un moyen de respecter le travail des uns et des autres. Voilà. Et tu as parlé de travaux australiens. Et est-ce qu'il y a eu des travaux français? Et est-ce que tu penses que des groupes auxquels on participe tous pourraient pas réfléchir à mettre en place des évaluateurs, l'histoire du shadow derrière, ça n'a jamais été fait en France à ma connaissance. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme piste là-dessus? Ça a été fait à petite échelle, et en tout cas pas sur des échelles temporelles aussi longues et sur autant de personnel. Mais ceux qui ont beaucoup travaillé dessus et qui ont quasiment pas publié dessus dans la littérature scientifique, hein, c'est nos collègues militaires. Et il y a un hôpital militaire en Île-de-France qui s'appelle Percy, qui a un trauma center et qui a un service d'urgence qui fonctionne aussi extrêmement bien, où ils ont mis en place une procédure qui est assez géniale, je trouve. C'est pour limiter ça. Ils se sont rendus compte que, par une étude interne, que ça avait beaucoup lieu, pas au bloc. C'était effectivement Bruno. C'était après Bruno, mais c'est un travail qui avait été initié par le professeur Debien, qui est un de mes maîtres, hein, donc c'est des trucs que j'ai appris avec lui. Il y a un fonctionnement par chasuble. J'ai une chasuble sur le dos qui dit ne pas interrompre, et je file le téléphone à quelqu'un. Et on ne me parle pas. Je suis en train de faire un truc, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin qu'on ne m'interrompt pas. Ça, par exemple, je suis en train de préparer une transfusion un peu urgente, je prépare un médicament que je n'ai pas l'habitude de faire. Moi, je suis en train de réfléchir sur un dossier. Spontanément, on va le faire, je vais filer le téléphone au copain en disant j'ai juste besoin de prendre 3 minutes pour réfléchir. Mais une des manières de l'objectiver, c'était tout simplement la chasuble, comme on fait comme ils faisaient, comme ils font toujours d'ailleurs là-bas. Je ne sais pas si vous le faites dans vos centres, c'est comme ça qu'on identifie les gens au cours de la prise en charge du traumatisé. Donc ils ont calqué ça sur l'orga du service. La chasuble de c'est moi le trauma-leader, bah là c'est la chasuble de laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me concentrer 10 minutes. Merci bien. On va laisser la place au docteur Taverna des HCL, médecin anesthésiologue réanimateur, pour nous parler du triage en 2035. Voilà, parfait. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors, quand on m'a proposé cette thématique, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est vraiment un petit exercice de prospective qui est quand même assez intéressant. Et puis, c'est vraiment peut-être que tout ce que je vais vous dire n'arrivera jamais. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver. Et puis, ça va être un peu tout l'exercice qu'on va essayer de se produire ici. Ce n'est pas basé sur un niveau de preuve très important. Quelle méthodologie j'ai utilisée? J'ai regardé un peu PubMed sur qu'est-ce qui existe déjà actuellement en termes de triage, d'où on vient, où on en est actuellement et où on va, avec un petit peu en essayant d'avoir une vision un peu futuriste, quoi. Donc, rapidement, ça représente un petit peu mes activités. J'ai fait assez longtemps du SMUR. Et puis maintenant, je m'occupe de l'accueil des traumatisés sévères et de la réanimation chirurgicale à l'hôpital de Radio. Je n'ai pas de lien d'intérêt direct avec cette présentation. Je fais partie de la trauma-base du réseau Urjara. Et puis, en biais cognitif, éventuellement, je travaille dans un centre de niveau 1. Donc, qu'est-ce qu'on a comme problématique actuellement avec la prise en charge de ces traumatisés sévères? C'est que on a un problème de diagnostic. Quand on voit le patient, sur place, on ne sait pas ce qu'il a. En fait, on a des doutes, des hypothèses diagnostiques.
mais on aimerait avoir quelque chose qui nous permette d'affirmer et donc de prédire les lésions, d'évaluer un risque de mortalité et aussi d'évaluer les LSI, c'est les Life Saving Interventions. Désolé pour mon accent qui n'est pas excellent, mais c'est globalement les procédures qui vont nécessiter des procédures de sauvetage. Le terrain de notre patient, on ne le connaît pas. On a une population qui vieillit et nous on l'observe maintenant, puis c'est bien décrit dans les cohortes un petit peu de traumatisés sévères avec une population. L'âge médian avant d'admission dans un trauma center de niveau 1, on était aux alentours de 35 ans il y a encore une dizaine d'années. Maintenant on a dépassé le cap des 40 ans. Alors c'est pas vieux, mais néanmoins ça progresse doucement et maintenant c'est pas rare d'avoir des patients qui ont plus de 80 ans qui arrivent dans des trauma centers et dans des déchocages lourds. Donc ces patients, c'est une partie de ces patients des facteurs de risque de traumatisme grave, des anticoagulants. Donc il faut être capable d'identifier un petit peu précocement ces patients. Et puis quel traitement on doit proposer à ces patients. Donc quand on parle de triage, c'est essentiellement où on va pouvoir apporter le malade et comment on va le faire. Donc tout ça, évidemment, on a mis en place des stratégies de triage. Puis le triage, ce serait comment orienter le bon patient au bon endroit. Et donc pour ça, il faut voir un petit peu d'où on vient. Alors tout le triage un peu moderne, ça vient des années 70. Et les médecins militaires américains se rendent compte que quand ils rentrent d'opérations de la guerre du Vietnam, ils s'aperçoivent que la prise en charge des traumatisés sévères aux États-Unis est moins performante que ce qu'ils observent sur le théâtre d'opération. Et alors, ils se posent un peu des questions, puis ils se rendent bien compte qu'ils ont une vraie culture du traumatisé sévère qui n'est pas du tout présente sur le territoire national. Et donc, ils mettent en place et ils regardent un petit peu ce qu'ils avaient fait. Donc, évidemment, vous voyez, dès la prise en charge initiale, ils mettent en place des soins lourds et surtout, ils débutent l'évacuation héliportée des patients les plus sévères vers des antennes chirurgicales. Ça a été théorisé, et là je vous ai mis la doctrine française sur la prise en charge du blessé de guerre, et on voit à la fois on a une extraction du patient et un éloignement de la zone de contact, mais aussi la prise en compte des patients les plus graves qui doivent transiter dès que possible vers une antenne chirurgicale de façon à pouvoir faire l'hémostase. Alors, tout ça, ça a été démontré depuis maintenant pas mal d'années avec le premier papier un peu emblématique qui était l'étude de McKenzie qui date du début des années 2000, qui avait montré que la prise en charge des patients les plus graves quand ils étaient admis dans un centre de niveau 1, il y avait une réduction d'environ 30% de la mortalité. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est que les patients à faible risque de gravité, de mortalité, eux, ils avaient une mortalité qui était similaire entre les centres trauma centers les centres trauma centers et les centres non trauma centers, et pour un surcoût qui était d'environ $5 000. Donc, il y a quand même aussi quelque chose. Ce papier canadien que vous avez en dessous, là, ici, ils sont intéressés un peu au stop technique. Est-ce que j'amène le malade vers l'hôpital de proximité, et puis quitte à le retransférer dans un second temps, versus un transport direct vers le trauma center, et là on s'aperçoit qu'il y avait une réduction aussi pareil de la mortalité chez les patients qui allaient directement au trauma center. Alors dans les points intéressants qu'on peut discuter, c'était que l'hôpital de proximité n'était pas un trauma center, il n'était pas impliqué dans un réseau de traumatologie. Et puis ça c'est un papier tout récent qui vient encore plus challenger même la granularité de notre travail, c'est-à-dire que là, c'est un papier américain, et ils se sont dit, OK, maintenant, on est très organisé, on a plein de trauma centers, une labellisation, un cahier des charges qui est très lourd, et est-ce que dans tous les trauma centers de niveau 1, les traumas pénétrants, ils ont le même outcome? Puis en fait, la réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les patients, les trauma centers qui accueillent beaucoup de traumatisés pénétrants, ils font mieux que ceux qui en accueillent moins. Et puis, si on regarde au niveau français, il y avait Sophie Amada qui avait travaillé sur dans un réseau qui était plutôt exclusif, c'est-à-dire qu'on met tous les traumatisés sévères dans les gros trauma centers. Et est-ce que le fait de les retransférer, quel était l'outcome des patients qui avaient été retransférés? Puis ça, c'était à peu près équivalent. Donc, c'est pas si simple. Alors, comment on se positionne, nous, chez nous? On a quand même un territoire géographique qui est important, un bassin de population qui est important aussi, mais quand même une dispersion de ces populations qui est assez forte. On a quand même de nombreux trauma centers.
Et on a établi cette classification que vous connaissez tous, que je ne vais pas du tout détailler ici, mais globalement, les grades A, les plus graves, ils sont instables, ils vont en centre de niveau 1. Les grades B, c'est, pour faire simple et schématique, c'est ceux qui ont été stabilisés ou qui ont des détresses vitales, ou des suspicions de lésions qui peuvent engager rapidement le pronostic vital, qui vont aller préférentiellement dans les centres de niveau 1 ou les centres de niveau 2. Et puis les grades C, globalement, ceux, ils sont stables, ils ont des lésions qui peuvent faire suspecter des lésions d'organes sévères. Et ben, eux, on les admet dans un centre de niveau 1, 2 ou 3. Et puis, en fait, quelle est la problématique un peu importante de toute cette population? C'est qu'ils sont nombreux, les traumatisés. Ils sont très nombreux et puis ils sont extrêmement hétérogènes. Ça, c'est un papier assez récent là, sorti par l'équipe lyonnaise là, qui avait regardé à quoi ils ressemblaient en fait nos traumatisés. Et puis, on s'aperçoit que globalement, la mortalité, c'est pas la même ambiance pour tout le monde. Les grades A, ils ont une mortalité qui est franchement très élevée, aux alentours de 45%. Les grades B, on est aux alentours de 10%. Et puis les grades C dans notre série, c'était 0,6%. Alors, il y a probablement des hétérogénéités interrégionales et c'est une population qu'on connaît peut-être pas très bien, mais globalement, ils ont une mortalité qui est relativement faible. Et puis, si on fait à un instant T une photo des patients qui traînent dans nos services d'urgence, il y en a quand même beaucoup qui ont une mortalité prédite bien supérieure à ces 1 ou 2%, quoi. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux. Quand on regarde quand même les grades C, malgré tout, il y en a quand même 1 sur 2 qui va nécessiter une chirurgie complexe. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, si on se replace un peu dans nos objectifs, parce qu'on ne peut pas prendre tous les patients dans tous les centres, on a les objectifs un peu classiquement admis, ceux qui sont décrits par les Américains, c'est un sous-triage, inférieur à 1% quand ça intéresse la mortalité, et puis un surtriage de moins de 50%. Alors, on n'y est pas du tout en termes de surtriage, on a tendance à avoir des algorithmes qui entraînent un surtriage qui est très important, mais voilà un petit peu. Donc, les grades C, c'est un peu ça, c'est où est Charlie? Il faut trouver celui qui n'est pas tout à fait le même que les autres, parce qu'ils sont très nombreux, et donc il faut trouver qui est le patient qui va consommer du plateau technique pour être certain de l'amener au bon endroit. Et puis, il y a évidemment là-dedans, il y a ce que j'ai un petit peu par abus de langage appelé les faux grades C. C'est-à-dire que régulièrement, il y en a un qui a l'air gentil comme les autres, mais tout compte fait, il est grave et il ne va pas évoluer de façon satisfaisante. Et puis, évidemment, c'est un surcoût, donc on a tous une responsabilité collective. Et puis, c'est aussi des déplacements inutiles. C'est-à-dire qu'un patient qui a un accident à 50 km ou 100 km d'un trauma center de niveau 1, si on peut éviter de le transporter au trauma center de niveau 1 si ce n'est pas nécessaire, c'est quand même mieux pour lui. Et puis les grades A, ça c'est une toute autre histoire. Globalement, on a assez peu de patients grades A qui sont orientés vers des centres de niveau 3. Mais les enjeux du triage du grade A, ce n'est pas ça. C'est de dire, ok, il y a une grande incertitude diagnostique, mais de quoi il va avoir besoin dans les minutes qui suivent son admission dans le trauma center, d'où il saigne, quel est le compartiment qui saigne, est-ce qu'il a un pneumothorax, et ça c'est vraiment très important d'anticiper les gestes de sauvetage qui vont devoir être réalisés. Alors, quels sont nos outils actuellement? Il y en a plein. Yuri a présenté le MGAP. Ça, c'était un papier relativement récent qui présentait les performances diagnostiques des différents tests, notamment pour prédire la réalisation de gestes de sauvetage. Bon, globalement, vous voyez, ils ont tous des AUC qui sont de corrects à assez médiocres. Ils sont plutôt faits pour anticiper, en fait, prédire de la mortalité, puis ce n'est pas exactement la question qu'on se pose. Donc, globalement, où est-ce qu'on sera en 2035? Alors ça, c'est assez difficile de répondre, mais si on regarde un petit peu, actuellement, on est dans l'ère de la data. Et l'objectif, c'est la fusion de données. Je vous ai présenté ça un petit peu pour ceux qui sont un peu familiers du fait militaire. C'est le SCAF, c'est le syndrome de, c'est le système de combat du futur au niveau de l'armée. Et puis, vous voyez qu'en fait, ces multiples senseurs, ils vont être intégrés, partagés de façon à ce que par exemple, le missile qui part en avance, son radar va permettre d'améliorer la conscience situationnelle de l'ensemble du groupe aéronaval. Vous voyez, donc l'idée c'est ça, en fait on a un traumatisé sévère, mais déjà aujourd'hui il génère plein de données.
sa voiture, elle est capable de générer des données comme sa géolocalisation. Il y a les Event Data Recorder, c'est la boîte noire des voitures. Maintenant, il y a ça, et donc il y a beaucoup de données qui sont recueillies par la voiture. Le patient, il a un dossier médical personnel, il a une montre connectée qui recueille de plus en plus de données. Et puis, vous avez l'éclipse mur, elle a des yeux déjà pour voir ce qui se passe, pour comprendre, avoir une conscience situationnelle généralisée. Euh, on a des scopes multiparamétriques qui monitorent en temps réel le patient avec maintenant des niveaux qu'on retrouvait il y a quelques années dans les services de réanimation. Il y a de la biologie délocalisée, il y a de l'échographie avec des appareils qui se miniaturisent. Et puis, on fait déjà ça pour les accidents vasculaires cérébraux avec les stroke units. Et ben maintenant, peut-être que dans quelques années, on pourra avoir des scanners embarqués. Donc, on génère énormément de données. Puis, il n'y a pas que le patient qui génère des données. En fait, il y a aussi le trauma system qui, lui, est capable de voir est-ce que l'équipe, le centre qui va accueillir ce patient, est-ce que les équipes, elles sont épuisées parce qu'en fait, elles ont déjà reçu 15 patients très sévères. Est-ce qu'elles sont face à un afflux massif de victimes? La géolocalisation de nos vecteurs de secours. Et puis aussi, est-ce que le programme, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des salles qui sont disponibles? Est-ce que le plateau technique est adéquat, est adapté? Et donc tout ça, c'est assez important. Si on prend les données un petit peu patients, qu'est-ce qu'on a? Il y a le DMP qui permettrait potentiellement d'identifier les patients à risque, d'avoir rapidement les allergies, la prise d'anticoagulants, une cardiopathie sous-jacente. On a aussi les montres connectées. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire de l'alerte précoce, détecter la chute. Ça, il y a eu quand même quelques papiers, notamment un papier japonais, qui montrait que ça permettait de détecter de façon très très précocement les chutes, et donc d'améliorer la rapidité de la mise en œuvre des secours. La géolocalisation, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que de la traumatologie routière. Vous avez aussi un patient qui est scopé, en fait, en continu quasiment. Donc, à partir du moment où il a l'accident, vous allez pouvoir regarder la variabilité des paramètres vitaux. Et est-ce que c'est pareil de prendre en charge un patient dont la fréquence cardiaque va s'accélérer durant la prise en charge, ou au contraire, une fois l'émotion passée, le patient qui redescend doucement en fréquence cardiaque, il n'en prend pas les mêmes trajectoires. Ça avait été une étude qui était assez intéressante, faite par une équipe française qui a fait un score de traumatologie dans un service d'urgence où ils ont regardé l'évolution, la variabilité de la fréquence cardiaque, de la saturation et de la pression artérielle mesurée par des montres connectées chez les patients, et ils ont établi des scores de risque. Et puis en fait, c'était aussi performant que la prédiction des médecins. Donc peut-être que c'est parfaitement inutile dans un service d'urgence, mais par contre, quand il n'y a pas encore le médecin, c'est probablement intéressant comme données. Et ensuite, vous avez votre véhicule. Les véhicules, ils ont des espèces de boîtes noires, puis ils sont capables de donner plein d'informations. Le delta de vitesse, c'est-à-dire la rapidité à laquelle vous avez décéléré, l'intrusion dans l'habitacle, c'est-à-dire que si ça dépasse 30 cm, on sait qu'il y a un risque important de lésion, notamment au niveau du pelvis. Est-ce que la ceinture a été, est-ce que les gens ils étaient ceinturés? Est-ce que les airbags se sont déclenchés? Combien il y avait de passagers dans le véhicule? Ça, c'est des informations qui sont disponibles. On a aussi l'orientation du choc. On sait que le choc frontal, c'est pas pareil que le choc latéral en termes de gravité. Donc, toutes ces informations-là, elles sont importantes et intéressantes. Mais il faut qu'elles soient correctement intégrées, parce que le papier du haut qui est présenté ici, c'était les Allemands qui avaient essayé de regarder si une alerte précoce donnée par la machine, ça permettait d'aller plus vite auprès du malade. Puis en fait, comme c'était un serveur vocal qui envoyait un message, et puis c'était pas bien gaulé leur affaire, en fait, forcément, les gens ils écoutaient le message, les informations étaient parcellaires, puis ça finissait par retarder. Mais par contre, si on avait une communication claire et sécurisée, ça peut être des interventions intéressantes. Et puis le papier du dessous, c'est quelque chose qui est intéressant. Ils ont regardé de façon rétrospective s'ils étaient capables de prédire la survenue, la présence de patients avec des ISS supérieurs à 15 dans les véhicules. Et ça, là, les performances diagnostiques étaient plutôt assez bonnes. Donc c'est prendre des choses intéressantes. Ensuite, quand vous avez le SMUR qui arrive, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs de l'équipe SMUR? C'est à la fois d'évaluer la gravité des patients et puis d'anticiper l'après, c'est-à-dire d'activer précocement la traumateam. Et donc, vous avez pour ça des critères dynamiques. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de scores d'évaluation de gravité qui sont basés juste sur des critères statiques.
mais les patients, ils vont évoluer au cours de leur prise en charge. Et donc, d'avoir une variation des paramètres vitaux, c'est assez intéressant. Et c'était ce papier-là, qui est un papier américain, purement expérimental, qui avait regardé globalement avec de la forme de l'onde de pouls. Vous savez qu'en fonction de votre état hémodynamique, la forme globale de votre onde de pouls change, et vous pouvez évaluer votre réserve de compensation. En gros, on a quand même la traumatologie, ça intéresse encore régulièrement des patients jeunes, et puis ils vont compenser en termes de fréquence cardiaque, en termes de pression artérielle, mais malgré tout, la forme de l'onde de pouls va changer, et ils étaient capables d'avoir des bonnes performances diagnostiques. Et puis vous avez aussi l'imagerie. On a maintenant des échographies partout dans tous les véhicules SMUR, et l'intelligence artificielle pourra nous aider dans un avenir proche à me dire là, il faut se positionner un peu mieux pour avoir une meilleure image, nous aider au diagnostic, et puis implémenter d'emblée les images clés dans le dossier médical du patient pour pouvoir permettre une anticipation des moyens nécessaires. Et puis après, quel est le bon centre? Le bon centre, ça permet d'avoir une géolocalisation des vecteurs, ça permet d'adresser plus rapidement d'envoyer plus rapidement le véhicule SMUR adapté. On peut aussi voir quelle est l'activité du centre, parce que si vous avez dans votre déchocage, vous avez déjà 2 gradats en cours, vous n'allez peut-être pas pouvoir prendre le 3e avec les mêmes standards que les 2 premiers. Est-ce qu'il y a des lits d'aval disponibles? Si dans un cas, votre trauma center il est plein de chez plein, dans l'autre cas, vous avez un autre trauma center de même niveau dans lequel il y a des lits d'aval, peut-être que ça vaut le coup d'orienter votre patient différemment. Et puis le plateau technique disponible. Il y a certains centres, même tous les centres parfois ont des problèmes techniques. Il y a la salle hybride qui ne marche pas, la salle d'embolisation, le radiologue il n'est pas là. Et ça, si on a une régulation en temps réel qui est capable de connaître tout ça, ça peut permettre d'améliorer tout ça. Les ressources humaines, est-ce que votre équipe elle est fatiguée? Est-ce qu'il y a une très grosse charge de travail? Ça, c'est important. Vous savez qu'on ne travaille pas encore tous ni en 12 heures, ni même en 8 heures, et qu'on est quand même encore nombreux à travailler en un peu plus que 24 heures. Ça fait qu'on a une performance qui est franchement moins bonne. Et puis, bien sûr, une autre chose qui est très importante quand on a les concepts un peu de santé un peu globale, c'est maintien de l'expertise des centres. C'est-à-dire que peut-être que dans quelques années, pour être labellisé centre de niveau 1, il faudra avoir fait X patients traumatisés sévères par an. Et si vous avez un trauma center qui a explosé son quota et qu'à contrario un autre n'a pas eu cette exposition, ça vaut le coup peut-être de maintenir l'expertise, parce qu'on sait que c'est très facile de perdre de l'expertise. À contrario, de maintenir ou d'augmenter l'expertise, c'est très difficile et très long. Alors comment est-ce qu'on fait pour subitement pas être submergé par cette vague de données? Alors mon PowerPoint n'a pas une empreinte carbone catastrophique. J'ai généré 2 images par intelligence artificielle, mais voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas être submergé par ça? Sachant quand on regarde un peu les études de neurosciences, globalement, un humain pas trop fatigué et un peu expérimenté est capable de gérer à peu près entre 7 et 9 données différentes en même temps. Et puis dès qu'on passe au-delà de ça, globalement, on passe sur un raisonnement qui n'est plus analytique, mais heuristique. Donc là, je vous en ai présenté énormément, et puis c'est évident qu'il faut que quelqu'un nous aide à intégrer toutes ces données. Donc il y a des modèles d'aide à la décision. Donc là, je présente rapidement Shock Matrix, mais je ne suis pas l'expert de cette étude puisque Tobias est présent. Mais globalement, c'était un modèle assez économe, puisqu'en fait, il n'y avait que 9 données qui étaient recueillies de façon prospective. Puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a comparé en aveugle les performances d'un modèle d'intelligence artificielle versus les performances d'un clinicien. Et puis, globalement, ils ont à peu près les mêmes performances. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, quand on regarde, ils ne se trompent pas de la même façon. Et donc, probablement, l'association des deux, ça permet d'être une vraie aide pour améliorer la prédiction de la survenue de la réalisation d'un geste d'hémostase.
Les Américains s'intéressent beaucoup à ça aussi, et puis ils ont, avec cette étude, essayé de regarder si la variation des paramètres vitaux pouvait prédire la survenue d'un choc hémorragique. Alors là, ils étaient assez généreux dans le choc hémorragique, parce que c'était un concentré érythrocytaire sur 24 heures, enfin au minimum ça, mais ils avaient plutôt des bonnes performances. Alors, clairement, d'être classé niveau 3, c'est-à-dire à haut risque de choc hémorragique, bah, c'est peut-être pas exactement ça ce qui nous intéresse. Mais par contre, être classé niveau 1, c'est-à-dire très bas risque de choc hémorragique, ils avaient d'excellentes performances diagnostiques. Donc, c'est-à-dire que les patients qui sont étiquetés d'emblée à très bas risque, bah, peut-être que ceux-là, ils ne sont pas obligés d'aller vers un gros trauma center. Ensuite, après, vous avez la prédiction immédiate. C'est-à-dire que là, on est sur place, on est en train de s'occuper du malade, et est-ce qu'on doit anticiper immédiatement ou pendant le transport un geste, une complication qui va nécessiter un geste de sauvetage. Et cette étude, elle est assez intéressante parce qu'ils ont vraiment essayé de décortiquer les gestes sur les voies aériennes, la transfusion, l'hémostase. Et puis, avec ça, ils avaient plutôt d'assez bonnes valeurs prédictives. Donc, en fait, tout ça, ces modèles d'aide à la décision, eh bien, globalement, comment est-ce qu'on voit l'avenir? C'est en fait intégrer des données multicapteurs. Là, pour l'instant, ça reste les paramètres vitaux, ça reste un petit peu de la cinétique, mais on n'est pas encore très large. Des données haute fréquence, pour l'instant, qu'on utilise assez peu. Et puis, il y a des risques de biais inhérents à tous nos modèles de prédiction, parce qu'en fait, il y a des populations qui sont peu représentées dans les cohortes. Clairement, actuellement, les personnes âgées, les femmes en traumatologie, elles sont moins présentes parce qu'elles ont souvent de moins mauvaises idées. Hein. Il y a peu de femmes qui font des roues arrière sur le périphérique à contresens. Mais il n'empêche qu'il y a des femmes qui ont des traumatismes sévères. Les données peuvent être corrompues. Typiquement, nous, on essaie de travailler sur la dose de noradrénaline dans le service de réanimation, puis on s'aperçoit que régulièrement, la dilution remplie dans la base et la dilution de la seringue, c'est pas la même. C'est-à-dire que la donnée qu'on recueille, elle est fausse. Il y a des biais de confirmation. Si vous évaluez la survenue d'un protocole de transfusion massive, que vous êtes un centre qui base déjà sa décision sur un score, à la fin, vous risquez probablement de vous mordre un petit peu la queue. Donc ça, c'est assez important. Et puis, la compréhension du modèle, c'est-à-dire que les modèles se complexifient, et puis de plus en plus, ça devient très très complexe de comprendre pourquoi ils nous proposent cette chose-là. Alors, et puis surtout, à mon sens, quelque chose qui est très important pour l'instant, c'est qu'on fait plein de scores, puis il n'y en a pas beaucoup qui se sont frottés de façon très claire sur une validation prospective avec des critères un peu durs. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça? Vous avez cet accident, et puis, en fait, vous allez recueillir d'emblée, la voiture, elle va envoyer un signal d'alerte, et vous allez recevoir ça au centre 15 avec un logiciel métier et une interface qui est commune à la réanimation, à la régulation, au préhospitalier. Et vous avez d'emblée votre accident, une petite conscience situationnelle des trauma centers qui sont autour, et puis vous avez AVP, VLPL, un message simple, et puis il vous dit il y a 3 blessés, ils étaient ceinturés, excusez-moi pour la faute d'orthographe, les airbags sont déclenchés, et dans le VL, il y a probablement un traumatisé sévère, parce que lui, il a décéléré rapidement, il y a un choc frontal et il y a une déformation de l'habitacle de plus de 30 cm. Mais vous avez aussi une fusion de vos capteurs avec la montre connectée du premier patient qui vous dit que là, il est tachycarde, il désature, il est polypnéique. Le deuxième patient, lui, il est un petit peu tachycarde, le reste des paramètres vitaux est plutôt rassurant, mais néanmoins, attention, il prend des anticoagulants et il a plus de 65 ans. Et puis le troisième patient, les paramètres vitaux sont globalement plutôt rassurants, à l'exception peut-être de la saturation à 93%. En régulation, vous recevez cette alerte, puis qu'est-ce que vous faites? En fait, votre logiciel, il va vous aider parce qu'il va intégrer toutes ces données-là et il va vous dire, voilà, moi je propose l'envoi de 2 équipes SMUR. Parce que, et puis, il y avait un transfert qui était en attente, qui allait partir de Valence, mais en fait, il dit non, c'était un transfert qui n'était pas urgent, qui peut être retardé, et on préconise d'envoyer l'hélicoptère d'emblée vers le site de l'accident. Et puis, vous aviez un deuxième véhicule qui était en train de revenir d'une intervention, et donc il est vide, c'était le SMUR de Grenoble, et il dit, ok, celui-là, on envoie la VL de Grenoble directement, parce que vous avez une conscience situationnelle, et lui, il a proposé d'emblée cette attitude. Il propose, c'est pas lui qui prend la décision, mais il vous a détaillé un peu, de façon simple, pourquoi il le faisait, et ça vous permet d'avoir une vision plus claire. Et puis, votre équipe SMUR, elle arrive,
et elle récupère les données des antécédents par le DMP, elle intègre les données des capteurs connectés des patients, et il y a une aide à la réalisation de la FAST. Le patient 1, il est classé clairement grade A avec une forte probabilité d'intervention de sauvetage. Le grade B, lui, il a une suspicion de fracture du bassin, mais avec des facteurs de risque. Et puis le patient 3, c'est un patient grade C, et il n'y a pas d'attitude très importante, très rapide à prévoir. Et lui, il a une fracture de la jambe fermée. Donc, qu'est-ce qu'il vous propose? Eh bien, il va vous dire, OK, voilà, vous avez tous vos vecteurs qui sont à cet endroit-là, et il va vous dire, très bien, le déchocage de Grenoble, voilà ce que vous savez, hein, il y a un poste qui est occupé actuellement par un grade A. Le déchocage de Lyon-Sud, en fait, actuellement, c'est le projet Boréal, ils sont en train de déménager, donc il n'est pas disponible. Et le déchocage d'HEH, il est vide. OK, très bien. Le déchocage de Valence, il est disponible. Très bien. Donc, il vous propose l'hélice mur, il va sur HEH. La fiche globale, elle est déjà transmise au déchocage. Et on anticipe d'emblée les gestes de sauvetage. Ça nous transmet évidemment l'horaire de posée de l'hélicoptère. Le patient 2, lui, il est grade B, mais en fait, il est grade B avec une forte probabilité de nécessiter quand même des gestes d'hémostase. Donc, il est transféré vers le déchocage de Grenoble et l'embolisation, elle est préactivée. Évidemment, la fiche de données patient, elle est transférée. Et le patient 3, lui, non médicalisé, parce qu'il était à faible risque d'aggravation, et il est transféré vers le déchocage des urgences de Valence. Donc, en conclusion de tout ça, il faut clairement bien remplir vos dossiers. Parce que ça, les données d'aujourd'hui, c'est les données de demain qu'on pourra mettre dans les bases de données. Donc, c'est fondamental de remplir ça correctement. Et puis, les patients, ils sont nombreux et ils ont des problématiques qui sont très différentes. On sera amené à intégrer de multiples sources de données pour permettre d'anticiper un peu mieux. Évidemment, l'imagerie va se miniaturiser, donc il y aura peut-être une place à d'autres moyens. Et puis l'IA, l'IA, elle va nous aider à intégrer toutes ces données, mais il faut être capable de comprendre, et elle doit être capable de nous expliquer le conseil, et on doit être capable de le comprendre pour limiter justement les effets boîte noire, et prendre une décision qui est pour un individu, qui est unique, complexe, et dans un système qui est lui-même extrêmement complexe. Et puis évidemment, on doit continuer à faire de la médecine de bonne qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces projections du triage du futur. Petite remarque, moi, le troisième patient, moi, je le renvoyais à Romain. Ah, pardon. Les Romanais ne sont pas là, où il n'y en a qu'une, je crois, par proximité. Avez-vous des questions sur le triage de l'avenir? Oui, non, c'est extrêmement intéressant. Ça rejoint un petit peu par ce qu'on disait un petit peu à propos du déchocage du futur ce matin avec Tobias. Effectivement, l'IA seul et l'humain seul, non, mais l'IA et l'humain associé, probablement oui. Et je pense que sur les datas, c'est important parce qu'effectivement, les données qu'on va arriver à rentrer et à récupérer, ça nous permettra effectivement d'analyser mieux ce qu'on fait et probablement d'avoir des outils pour nous permettre de mieux travailler. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important. Je milite pour la traumabase et le SISMUR. Alors c'est dommage, on aurait dû prévoir une présentation des données SISMUR qui vont arriver. C'est l'avenir. Peut-être vous pouvez nous dire un petit mot? Non, tu soulignais, et à juste titre, que l'importance des données d'aujourd'hui, ça sera faire les analyses de demain. Et c'est exactement ça. On va pouvoir, donc, grâce à un outil régional qui est assez uniforme et pour lequel aujourd'hui on commence à récupérer de la data, on pourra très bien dire ce que tu disais, c'est-à-dire avec un peu de data, quelques années de recul, savoir quel est le meilleur véhicule à envoyer sur tel endroit et où le patient doit aller et que ça soit le plus performant pour lui. Clairement, dès qu'on aura suffisamment de data, on sera en capacité de produire des aides à la régulation
pour savoir quelle est la meilleure solution pour ce patient. Et ça tiendra en compte des trafics routiers, des heures d'envoi d'équipe, de plein de choses dont on ignore aujourd'hui. Donc c'est primordial et c'est vrai que ça sera d'une grande aide. Sur l'outil SISMUR, oui, on va avoir des tableaux de bord qui vont être communiqués à l'ensemble de nos SMUR d'ici fin février, début mars. Et derrière, bien entendu, que l'idée, c'est de faire du travail par filière également et de voir un peu chacune de nos filières, comment on les évolue et comment on peut les optimiser, bien entendu, comme on le faisait avant avec nos registres papier qu'on remplissait en plus de nos observations. Voilà. Sur les données et les dossiers informatisés, effectivement, alors ça permet d'avoir des données, mais avant tout, c'est le dossier patient. Et on le complète pour la traçabilité des soins qu'on fait et de l'évaluation, et puis pour permettre aussi la quantité des soins pendant le parcours de sa prise en charge. Et c'est l'objectif premier du dossier patient qu'on informatise. Et grâce à ça, parce qu'on fait bien ça, après on peut en tirer des données, mais il faut vraiment... L'informatisation des dossiers SMUR, c'est avant tout la bonne tenue du dossier patient et la transmission des soins entre les équipes, et on en tire les données. Et c'est important de le dire qu'on n'informatise pas pour obtenir des données, on informatise pour avoir un bon dossier patient, et grâce à ça, on peut en tirer des données. Donc les deux objectifs sont bien remplis, mais... L'important pour le SISMUR et donc Bison, effectivement, ça a été depuis le début de privilégier l'interface utilisateur parce que le but initial et principal, c'était effectivement d'avoir des dossiers qui soient bien remplis et faciles à remplir et faciles à utiliser. Je crois que sur ça, ils ont bien réussi leur coup, nos responsables. Merci beaucoup. On laisse la place au docteur Petit, modératrice, présentatrice, qui va nous parler des 10 derniers articles récents en traumato entre 2024 et 2026. Merci beaucoup. Donc, j'ai la lourde tâche de terminer ces présentations. Donc, moi, je suis Ludivine Petit, je travaille au CHU de Saint-Étienne. Moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur, je travaille en réanimation chirurgicale. Et comme vous l'avez compris ce matin, j'ai la chance de faire encore des gardes au SMUR, et ce qui a fait que j'ai été en retard ce matin. Donc, désolée à nouveau. Et en parallèle, je suis aussi membre du comité acute de la SFAR qui travaille sur toutes ces notions de chirurgie et de traumatologie urgente. Et il a fallu que je choisisse 10 articles récents dans les 2 dernières années de traumatologie grave. Donc on va faire un espèce de petit plan. On va faire priorité au contrôle de l'hémorragie en traumatologie. On va faire l'airway sous haute surveillance, un petit peu de monitorage, un petit peu de prédiction. Et puis en tant que réanimatrice qui fait beaucoup de neuroréanimation, le cerveau à ne pas oublier en traumatologie grave. Donc cette première étude de 2025, donc pour reprendre un petit peu les paradigmes de la classification ABCDE qui va aller vers le XABCDE. Pourquoi ? Quand vous êtes face à un traumatisé sévère, vous avez tendance donc à évaluer votre patient et à le prendre en charge selon cette modalité ABCDE. Et ils se sont rendus compte, notamment sur les zones de guerre et en traumatologie civile, que la première cause de mortalité évitable était liée à l'hémorragie. Donc les auteurs se sont dit, on va revoir nos paradigmes et faire une analyse de la survie au moyen de méthodes à la fois civiles et militaires. Et ils ont évalué ces patients qui avaient une hémorragie externe massive. Ils nous ont donc proposé que si les patients traumatisés sévères avaient été plutôt stables au niveau de leur saturation et ne présentaient pas de signes de détresse respiratoire aiguë, de contrôler en premier lieu l'hémorragie externe au moyen de garrots ou d'autres moyens de compression. Et ça pourrait permettre de sauver des vies. Donc, en pratique clinique, il faudrait peut-être penser à faire un contrôle hémorragique précoce.
En parallèle à ça, je vous propose une étude liée à la traumabase qui est liée à l'intubation préhospitalière ou intra-hospitalière chez ces patients qui présentent un choc hémorragique après un traumatisme sévère, qui date de décembre 2025, donc qui est quand même ultra récente. C'est une étude rétrospective, comme on l'a dit, qui est à partir de tous les patients inclus dans la traumabase. Donc il y a 45 000 patients qui ont été dans cette traumabase. 840 ont été inclus et ont été inclus tous les patients présentant un choc hémorragique après un traumatisme grave. Choc hémorragique représentant une transfusion de 4 concentrés globulaires dans les 6 heures après l'admission. Et qui avait en plus besoin d'une chirurgie d'hémostase ou d'un geste de radiologie interventionnelle et qui était intubé, donc soit en préhospitalier, soit en intra-hospitalier. Il y avait quand même beaucoup de patients, donc ils ont décidé quand même de faire une cohorte qui a été dit, matched cohort, qui était uniformisée sur plusieurs critères, comme vous pouvez le voir, donc le score de Glasgow notamment, l'attention au niveau préhospitalier, le volume de fluide fait aux patients, le traumatisme pénétrant. Tout ça avait fait une base plutôt uniforme et permettait de comparer 2 cohortes de patients d'environ 200 patients chacun. Donc, ce qu'ils ont retrouvé, c'est ces patients qui étaient intubés en préhospitalier ou en intra-hospitalier dans un contexte de choc hémorragique après traumatisme sévère. Il n'y avait pas de différence de mortalité pour ces patients, mais par contre, on observait chez les patients qui étaient intubés en préhospitalier un délai d'arrivée à l'hôpital et donc au geste d'hémostase nécessaire qui était retardé d'une vingtaine de minutes et nécessité d'introduction d'amine plus importante chez ces patients qui étaient intubés en préhospitalier parce que, comme on le sait, l'hémorragie externe active entraîne une spoliation sanguine et l'intubation par les drogues d'anesthésie va entraîner une hypotension supplémentaire et donc un patient qui va devenir plus instable. Donc les auteurs proposent de réévaluer la stratégie d'intubation de ces patients et d'effectuer ce qu'on appelle le scoop and run. C'est si le patient ventile et est capable de protéger ses voies aériennes, peut-être retarder l'intubation à un domaine intra-hospitalier. Bien évidemment, si les patients requièrent une intubation, il ne faut pas la retarder pour autant. Quand on parle traumatologie sévère, bien évidemment, j'étais obligée de vous parler de l'acide tranexamique. C'est un grand classique. Donc là, c'est une étude qui date de 2026. Les auteurs sont partis du fait que l'acide tranexamique a bien évidemment prouvé son intérêt chez le traumatisé sévère s'il est réalisé dans les 3 heures après le traumatisme. Et donc, ils ont fait une analyse secondaire de l'étude patch trauma chez des patients qui avaient un traumatisme sévère avec suspicion de coagulopathie post-traumatique. Plus de 1000 patients étaient analysés, 600 dans chaque groupe, acide tranexamique versus placebo. Ils se sont rendus compte que le délai médian de la première dose était quand même de 80 minutes, ce qui est quand même déjà une information intéressante. Et ils ont dichotomisé les groupes et fait une analyse de sous-groupes en choisissant le délai de 90 minutes. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait une réduction de la mortalité chez nos patients qui avaient reçu de l'acide tranexamique dans les 90 minutes après le traumatisme. Et quand il était réalisé après, il n'y avait plus de bénéfices. Il n'y avait pas de phénomène secondaire, que ce soit des occlusions vasculaires ou des signes de sepsis dans les 2 groupes. Donc, de cette étude, il faut en conclure que l'administration de l'acide tranexamique, c'est toujours bien, comme ça a été prouvé de nombreuses fois, mais qu'il faut l'administrer le plus précocement possible après le traumatisme. Donc là, on va voir une étude américaine qui concerne le timing. Et effectivement, donc chez ces patients hémorragiques, chaque minute compte. Donc, ils ont fait une analyse rétrospective de programmes préhospitaliers de soins avancés, donc ce qui est possible aux États-Unis, avec l'évaluation de l'administration précoce de produits sanguins chez les patients qui présentaient un traumatisme pénétrant. Donc, pour eux, il y a beaucoup de plaies par balle, donc c'était assez facile à recueillir, et chez des patients qui présentaient un état de choc avec une tension artérielle inférieure à 90 pour la pression artérielle systolique. Ils ont inclus 143 patients, 2 groupes. Donc, le groupe où ils pouvaient faire une transfusion dès le préhospitalier et un deuxième groupe où ils allaient directement en centre de soins. Ils ont montré un delta d'arrivée de 5 minutes entre les 2 équipes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient faire 2 poches de concentré globulaire, 2 grammes d'acide tranexamique et 2 grammes de calcium.
Et donc, dans le groupe qui avait ces produits sanguins, la transfusion était débutée dès la 8e minute après après le traumatisme, tandis que ceux qui étaient le groupe contrôle, qui étaient transfusés à l'arrivée de l'hôpital, avaient un délai médian de 26 minutes, qui avait un réel impact sur la mortalité, puisqu'on avait une mortalité de 7% chez les patients qui étaient transfusés précocement, versus 29% chez nos patients transfusés en intra-hospitalier. Donc chaque minute comptait, puisque vous voyez l'odds ratio, 1 minute de délai entraînait une augmentation de la mortalité de 11%. Donc, il nous recommande, comme on le fait dans la plupart de nos SMUR, d'intégrer la transfusion précoce chez les patients présentant un trauma pénétrant et un risque de choc hémorragique. On va passer maintenant à l'intubation. Donc, c'était obligatoire pour moi de vous parler de ces recommandations formalisées d'experts de 2024 qui allient à la fois des experts de l'ASFAR et de la SFMU sur l'intubation en urgence des patients hors bloc opératoire et hors unité de soins critiques, donc qui sont des patients qu'on peut retrouver en préhospitalier, bien évidemment. Ils ont pu faire 2 procédures, à la fois l'intubation en cas d'urgence extra-hospitalière et en intra-hospitalier, ce qui recommande donc, en extra-hospitalier. Donc déjà, la préoxygénation est importante dans les 2 cas. Et ce qui va différer entre les deux, c'est déjà recours à vidéolaryngoscope si on sait s'en servir. Et puis en extra-hospitalier, on peut faire des laryngoscopies directes avec une aide, un mandrin béquillé ou un mandrin d'Eichmann. Et il faut avoir, que ce soit en extra-hospitalier ou en intra-hospitalier, savoir reconnaître son échec et pouvoir passer à d'autres techniques, donc notamment supraglottiques, et savoir si finalement on peut se permettre de réveiller nos patients et de leur permettre de ventiler ou faire une ventilation manuelle au bas-vu, et si jamais on n'y arrive pas, faire une cricotomie. Donc là, la procédure en intra-hospitalier, elle recommande plutôt le vidéolaryngoscope avec des personnes entraînées. Ce qu'il faut retenir principalement de ces recommandations, c'est qu'il faut une préoxygénation adéquate, c'est vraiment très importante, une préparation hémodynamique de nos patients, des drogues et un matériel adapté, que ce soit donc des drogues pour faire une induction en séquence rapide et un matériel pour pouvoir évaluer et anticiper notre échec. Et ces recommandations sont là aussi pour standardiser les pratiques au sein de différentes équipes. Pour parfaire à ça, j'ai trouvé cette revue de la littérature qui était assez intéressante puisqu'elle reprend toutes les techniques d'intubation en espace confiné, donc ce qui est rare en intra-hospitalier, rare en réanimation au bloc opératoire, mais extrêmement fréquent en préhospitalier. Et donc ils ont pu représenter l'ensemble des techniques d'intubation qui peuvent exister en cas de aucune place, un peu de place ou beaucoup de place. Donc comme vous pouvez, alors, voilà, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Eux, ils recommandent le face-à-face technique de Piolet, qui doit être qui est la plus expérimentée et exercée en simulation. Mais c'est une technique qui est extrêmement rare. Et après, si vous avez de la place sur le côté, c'est aussi, vous pouvez mettre en mode romaine. Donc de cette revue de la littérature, ce qui ressort, c'est qu'il faut essayer d'optimiser son espace si on peut, donc essayer de sortir le patient si on est dans un appartement confiné. Par contre, s'il est incarcéré dans un véhicule, ça va être forcément compliqué. Essayer d'avoir un matériel adapté, et à nouveau la vidéolaryngoscopie est une place de choix, et puis savoir aussi avoir recours et savoir se servir de techniques alternatives, donc tout ce qui est dispositif supraglottique, et en dernier recours la cricothyroïdectomie. Ce qui ressort de cette littérature, c'est qu'il manque des études prospectives, qu'il faut faire un entraînement spécialisé, parce qu'on n'improvise pas une technique de Piolet en face à face si on l'a juste vue comme ça représentée, et il faut s'exercer en simulation et avoir des protocoles spécifiques au sein de vos équipes. Un autre dispositif de matériel, donc nous on utilise beaucoup au bloc opératoire en réanimation, qui est le cathéter artériel, qu'on peut avoir en préhospitalier. Souvent, c'est plutôt dans les transferts de réanimation à réanimation. Mais cette étude s'est intéressée à la fois en préhospitalier, en urgence primaire, mais aussi secondaire.
Et cette revue de la littérature a montré qu'en fait, il existait de nombreuses indications de la mise en place d'un cathéter artériel, que ce soit pour un suivi de la tension en permanence et donc pouvoir adapter nos thérapeutiques et agir le plus rapidement possible, mais aussi, par exemple, pour les cérébrolésés, avoir des notions de perfusion cérébrale rapide. Ce qui ressort, c'est que le cathéter artériel est principalement mis par voie radiale. Il a peu de complications et 82% de taux de réussite. Mais à mettre en parallèle à tout ça, c'est que cette réussite, elle est liée au fait que les médecins qui mettaient en place ces cathéters artériels sont entraînés et ont l'habitude de mettre en place ces cathéters. Donc 92% savaient les mettre en place et avaient l'habitude et donc perdaient peu de temps. Parce que si on se lance dans la pose d'un cathéter artériel, ça retarde d'autant plus la prise en charge spécialisée après à l'hôpital. La voie radiale s'expose à peu de complications dans la littérature, mais il manque encore des essais randomisés pour confirmer son intérêt. Mais de cette étude, on peut se dire que ça peut être une aide potentielle pour la stratégie thérapeutique pour des patients ciblés, mais qu'elle nécessite des équipes entraînées et formées, parce qu'on peut vite avoir des délais de prise en charge qui sont très importants chez les patients, notamment les patients qui sont exsangues en cas d'hémorragie ou des patients âgés qui vont avoir des problèmes vasculaires. Un autre outil de prédiction, donc là c'est un outil pour prédire le recours à une transfusion massive qui ressort d'un registre allemand, des datas qui sont de 2015 à 2021. Donc on est à 63 000 patients inclus et la nécessité de transfusion ou de transfusion massive chez le patient avec un traumatisme sévère. Donc il y a eu 6 items qui ont montré leur intérêt, qui est la phase téco-positive, la tension artérielle systolique inférieure à 90, le choc index supérieur à 1, un Glasgow inférieur ou égal à 8, une fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute et un traumatisme pénétrant, l'association de 1 à 6 facteurs étant de plus en plus productive et le score, donc il s'appelle le score TASH, avait quand même une heure sous la courbe qui est intéressante pour la prédiction de transfusion massive et pourrait servir en préhospitalier pour informer les équipes receveuses que ce patient est à risque de transfusion massive et qu'il faut anticiper auprès de l'EFS pour avoir des poches rapidement. On va s'intéresser un petit peu à notre cerveau, donc chez les patients qui ont un traumatisme crânien. Donc là, il s'agit d'une étude de cohorte multicentrique rétrospective, un réseau national chez les patients qui présentaient un traumatisme crânien. Dans cette étude, tous les traumatismes crâniens étaient inclus, qu'ils soient non graves ou graves. Ça représentait à peu près 15 000 patients. Et dans l'ensemble de ces patients, on s'apercevait que 12% ont présenté une hypoxie au cours de leur prise en charge, 10% une hypotension et surtout 61% une hypocapnie. Les auteurs ont pu montrer que chez ces patients, ces trois événements qui font partie de la gestion des agressions cérébrales secondaires étaient liés à un mauvais pronostic ou un décès hospitalier, que ce soit dans le groupe traumatisé crânien non grave ou traumatisé crânien grave. Et il y avait quand même 25% des patients qui avaient un mauvais pronostic. De cette étude, il faut en ressortir que chez les patients traumatisés crâniens, il faut bien penser à prioriser l'oxygénation chez eux, adapter la ventilation chez ceux qui sont intubés et au moyen du capnographe, veiller à ce qu'il n'y ait pas une hypocapnie, parce que l'hypercapnie est délétère, mais aussi l'hypocapnie, et essayer d'avoir un contrôle tensionnel rapide chez ces patients. Donc, notre dernière étude va s'intéresser à l'association du traumatisé crânien sévère et du traumatisé abdominal sévère, qui est parfois le cas chez nos patients polytraumatisés. Et cette étude est une étude rétrospective chez 160 patients avec une mortalité de 20%, et elle s'est intéressée aux facteurs de risque de mortalité et de mauvais pronostic chez ces patients traumatisés crâniens. Le traumatisme abdominal en tant que tel n'était pas un facteur de risque de mauvais pronostic de nos patients, mais ce qui l'induit peut l'être, puisque, comme vous pouvez le voir, la tension artérielle et toutes les coagulopathies étaient des facteurs de risque de mauvais pronostic chez ces patients traumatisés crâniens.
Donc, il faut quand même penser à la fois à ce contrôle de l'hémorragie et à ce contrôle hémodynamique lié au traumatisme abdominal. Ça peut permettre d'avoir un meilleur pronostic de nos patients. Donc, en conclusion de tout ça, bien penser que l'hémorragie tue avant l'hypoxie, qu'on peut avoir surtout un effet très rapide avec un contrôle hémorragique, bien penser à l'acide tranexamique et bien penser à anticiper la transfusion hospitalière. L'intubation, elle n'est pas un geste neutre et les agressions secondaires, notamment au niveau cérébral, peuvent être évitables. Le temps préhospitalier est important pour pouvoir anticiper dans les prises en charge hospitalières. Et ce qui est tout aussi important, c'est la formation, la simulation et les protocoles standardisés. Merci pour toutes ces mises à jour. J'avais une question, mais qui était plutôt destinée à Annecy. Le protocole du cathé radial fut un temps. Il me semble que ça se faisait en préhospitalier du côté d'Annecy, ça. Et que c'était un petit peu le... Alors moi, je fais plus de préhospitalier, mais oui, on avait en dotation des cathés intraradiales, mais on le faisait pas en systématique. Je pense que la pose du cathé, on parle du cathé intra-artériel, enfin oui. Je pense que ça a son indication. Enfin, il faut surtout prendre le bénéfice-risque du transport et du délai d'arrivée sur le trauma center. Donc non, c'est une question piège que je ne comprends pas. C'était feu quand je suis arrivé. J'avais des collègues qui étaient arrivés à Annecy qui m'expliquaient que c'était très bien vu d'arriver au déchocage avec un cathé radial. Et moi, je ne comprenais pas, mais des études ont l'air d'aller dans ce sens-là. Donc. Il donnait un bonbon quand on arrive. Une gommette. Moi, j'avoue, même dans des équipes hyper entraînées, ça veut dire vraiment London Hems ou Sydney Hems ou des gens qui sont vraiment très, très, très expérimentés. Et pour l'avoir testé, je pense que le bénéfice-risque en termes de perte de temps, de complexifier l'intervention par rapport au bénéfice, même si on a des transports longs, on a tous exposé les patients où ça ne marche pas, on n'a pas de pression parce qu'il arrive à prendre. Oui, évidemment, mais je pense que c'est finalement une revue de la littérature. Donc, il y a forcément un biais de publication. Ce sont des Allemands. Donc, les Allemands, je ne leur fais pas confiance déjà. Tu connais le problème. Je connais le problème tous les jours. Mais honnêtement, je pense qu'il faut faire très attention sur le bénéfice-risque. C'est forcément associé à une perte de temps. Même au déchocage, lorsque on a tout ce qui, a priori, en notre faveur, du moment qu'on commence à équiper le patient, comme on dit ici, à Grenoble, on perd en moyenne entre 10 et 15 minutes. Donc, le bénéfice en préhospitalier, il faut vraiment qu'on ait une très, très bonne raison à le poser, je pense. Je me permets de rebondir. C'est toujours pas une question, c'est un commentaire. Et encore une fois, tu n'y es pour rien. C'est juste que ça nous permet de réagir. C'est pas un papier de trauma, donc tu ne l'as pas cité à juste titre, mais il y a un très beau papier dans le New England de la part de nos collègues d'Orléans. Parce que oui, on fait de la recherche à Orléans. Et on publie dans le New England, donc, où ils ont comparé en réanimation patients critiques à qui on pose une artère versus qu'on surveille avec le brassard. Hein. Il n'y a pas de différence de mortalité. Hein. Patient de réanimation, on ne lui pose pas une artère, on le surveille dans un premier temps avec quelque chose de non invasif, et l'outcome pour ces patients en choc était sous amine, exactement, merci, c'était la phrase d'après. Donc on est sur des malades gravissimes. Ouais. C'est absolument passionnant, hein. Mais c'était Orléans. Donc on peut le faire même ailleurs qu'à Orléans. Mais après, le cathéter artériel, Annecy, ça doit. Pour faire un peu des deux, clairement, c'est intéressant en réanimation, pas que pour l'hémodynamique. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Pour pas prélever, et les patients de réanimation vont être inflatés très vite. Donc après, pour faire les prélèvements, c'est très difficile. Mais le bénéfice en préhospitalier, il n'y en a aucun.
parce que, ok, on peut aussi avoir un médecin entraîné, parce que voilà, nous, par exemple, l'anesthésiste réanimateur, on en met tout le temps. On peut faire des gardes osseaux, on peut se dire, bah voilà, moi je sais mettre un cathéter artériel en 2 minutes, c'est pas un problème. Mais derrière, il y a aussi toute la technique avec le monitorage par l'infirmier, qui doit gérer son matériel. Et en fait, tout ça, mine de rien, c'est une perte de temps, parce qu'en fait, nous, on sait faire le geste technique, mais il faut nous donner le matériel, il faut faire ci, il faut faire ça. Et effectivement, on perd bien 10-15 minutes à mettre ce cathéter artériel qu'on mettrait plus en réanimation en 3 minutes. Donc, moi, clairement, même en voyant cette revue de la littérature, je ne recommanderais pas de mettre un cathéter artériel en préhospitalier. Même pas une dernière question? Laure, une dernière question? J'ai pas du tout envie que ça s'arrête, oui, c'est ça. Non, moi j'étais un peu, je suis assez surprise de l'étude américaine là, sur la transfusion préhospitalière, avec cette énorme différence de mortalité entre ceux qui sont transfusés en préhospitalier et les autres. Alors c'est des populations particulières, c'est que des traumatismes pénétrants, c'est ça? C'est des traumas balistiques pénétrants. Traumas balistiques pénétrants. Oui, voilà, merci. Ça, tu vois, je peux pas m'en passer. Donc déjà, merci pour cette revue, parce que c'est super. C'est pas évident de faire le tri, et déjà, c'est vraiment toujours enrichissant et ça stimule et envoie discussion. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, quand on compare avec une étude qui a été faite en Philadelphie, où ils avaient comparé notamment pour du pénétrant, en fait, avec une étude géospatiale, le délai de transport et en termes de mortalité pour du traumatisme pénétrant. Et eux, ils ont la particularité que, parce qu'ils avaient des délais de transport extrêmement courts, le bénéfice en termes de mortalité de réduire le transport préhospitalier était tellement fort qu'ils ont mis en place en fait un transport par la police, par les forces de l'ordre, comme doctrine, parce qu'ils avaient des délais de transport imbattables, genre de 7 minutes. Étant les premiers sur place en mesure de sécuriser à peu près les lieux, ils mettaient le patient et puis en 7 minutes, ils étaient au trauma center. Là, on voit que la différence de délai entre les deux groupes, c'est 5 minutes. Et on peut imaginer... En tout cas, je pense que ce n'était pas randomisé, non? Donc, c'est vrai, on est surpris qu'avec ce délai de transport, et donc d'arriver dans une structure appropriée qui sait arrêter l'hémorragie, parce que c'est ça le principal problème de traumatisme pénétrant, qu'ils arrivent à une différence de mortalité de 22%, juste pour avoir participé aussi à une étude de transfuser en préhospitalier sur ces délais. Donc 20 minutes, ça paraît relativement long, mais passer vous voyez, l'allemand, il sort en fin de journée, passer 2 poches en 20 minutes, c'est pas si simple. Donc, d'imaginer que ça peut expliquer la différence de mortalité est effectivement surprenant, probablement. Mais... surtout que, alors moi, dans mon centre, je ne sais pas comment c'est dans les autres, mais nous, quand on part sur une suspicion de choc hémorragique, il faut qu'on passe à l'EFS. Et mine de rien, on perd déjà 5 minutes parce que le temps de récupérer la glacière avec les poches, on a déjà perdu 5 minutes sur le trajet. Beaucoup de systèmes aux États-Unis, ils sont passés au sang en préhospitalier, y compris au sang total, comme premier moyen de transfusion. Alors pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Et il y a des problèmes de compatibilité, notamment pour les femmes en âge de procréation, pour le sang total, qui ne sont pas anodins. Tu veux pas conclure, Joanne? Je conclue. Bon, on va conclure la journée. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir partagé cette journée avec nous. Merci à ceux qui étaient en ligne aussi et qui ont tenu toute la journée sans vous endormir devant votre écran. Bon, je conclue cette journée un peu tristement puisque c'est ma dernière journée avec Tobias. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'était 3 années incroyables. Moi, j'ai énormément appris. Ça va être difficile, même si je sais que voilà,
Les choses vont évoluer. Je suis contente, je récupère un Grenoblois qui est un petit peu auvergnat d'origine. Donc je me dis que l'Auvergne prend de l'épaisseur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, je serais très triste d'arrêter de travailler avec toi, tu le sais. Et j'espère qu'on se retrouve pour les prochaines journées de formation rapidement. Et puis je vais laisser le grand chef conclure définitivement. Non, n'importe quoi. Mais oui, vous comprenez qu'on a pris autant de plaisir l'un comme l'autre de travailler ensemble. Et j'ai pris très cher aussi pendant ces 3 années. Mais vous voyez que cette ambiance, je pense, elle est vraiment caractérise toute l'équipe de Urjara. Et c'est vraiment un grand privilège et un honneur de travailler dans cette équipe. Et on fait vraiment des choses phénoménales dans une région qui est phénoménale avec un potentiel de fédération et de générer des travaux et de vérifier des stratégies qui est assez incroyable à l'échelle de l'Europe. Je pense qu'il y a très peu de régions qui sont aussi dynamiques et aussi fédérées. Et je pense que c'est que le début de l'aventure d'Urjara. Pas que pour la filière trauma, mais y compris l'arrêt cardiaque, la neuro. Donc merci à vous tous. Bravo.